Libre penseuse, libre penseur, bonjour à vous et bienvenue sur la chaîne de Océan de Coach. Ici, Mélanie Ainaru Kaveri, coach professionnel, j'accompagne les personnes à réfléchir, décider et agir, même quand ça semble difficile. Et j'espère que ce bric-à-brac d'idées vous retrouve en pleine forme. Moi, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et j'ai quelques anecdotes croustillantes à vous partager. Donc, restez avec moi pour ce bric-à-brac d'idées. Et si vous avez envie de prendre la parole, alors prenez, cliquez sur le lien dans la description et nous pourrons discuter. Aujourd'hui, j'aimerais que l'on parle autour de la question de la recherche de la cohérence et notamment sur la recherche de la cohérence, une question: est-elle toujours productive finalement? Quand est-ce qu'elle est productive? Quand est-ce qu'elle ne l'est pas? Quand est-ce qu'elle ne l'est plus, par exemple? Et pour illustrer cette idée où la recherche de cohérence peut devenir improductive ou peut générer des freins, des frustrations, voilà, des choses improductives et bien, j'aimerais vous parler d'une anecdote que j'ai vécue cette semaine même, donc tout frais. Donc alors je ne sais pas si c'est votre cas, mais moi j'ai l'habitude donc de prendre les transports en commun et donc je me retrouve assise sur, bien sûr, un siège et arrive ce moment où il y a un changement de conducteur, changement de conducteur et donc à ce moment-là, le conducteur qui était là, eh bien, il sort et puis entre la conductrice qui va prendre la place du conducteur et là, à ce moment-là, la conductrice très remontée, s'indigne d'une chose, qu'elle comprend pas et qu'elle dit, que c'est absurde, c'est bête, c'est con, enfin voilà. Il y a quelque chose comme ça qui se passe et là, il y a un dialogue qui se fait où, l'autre chauffeur, lui, qui sort et qui a une autre attitude, qui est cette attitude-là de dire, oui, effectivement, il y a pas de que dans parce qu'apparemment, il parlait d'une décision qui avait été prise dont je ne sais rien moi et qu'effectivement mais bah, c'est comme ça. Voilà, donc lui, il se prend pas plus la tête parce que, bah, c'est peut-être bête, mais en même temps, ça le gêne pas plus que ça. C'est quelque chose dont lui, il peut faire, il peut s'affranchir et il y a pas de menace pour, quoi que ce soit pour lui ou quoi que ce soit d'autre et donc lui, il répond avec, son attitude à lui, il dit et et pourtant, eh bien, la conductrice, elle continue donc à s'indigner de ça et donc ce qui fait que, le dialogue dure un peu plus longtemps. Là où normalement le changement s'effectue et qu'ensuite, la trajectoire du bus prend le service public continue et bien, à ce moment-là, se retrouve une situation où pendant un peu plus de temps que prévu, ces 2 personnes-là continuent à dialoguer et là, qu'est-ce qui se passe? Puisque nous avons ici donc 2 acteurs, les 2 conducteurs, mais nous avons aussi d'autres acteurs. Alors il y a moi qui observe la situation et qui est aussi passager, mais il y a également les autres passagers. Alors il se trouve que moi, j'avais effectivement un rendez-vous, par la suite, mais comme je m'étais pris, en avance, donc j'étais bien heureuse, cette situation ne me gênait pas. Donc j'étais un peu plus libre, on va dire, un peu plus disponible à la scène pour voir ce qui se passait et donc et beh, bien sûr, puisque ça tardait, commence à monter l'indignation des passagers du bus et donc c'est une indignation qui monte. On commence à voir, les visages qui changent et il commence à y avoir des manifestations, des gens qui commencent à faire des remarques mais en même temps, pas trop aussi pour, on va dire,
Ça n'entre pas dans l'altercation. Voilà, pour éviter une altercation. Mais il y a une manifestation et du coup, la conductrice, elle continue sur son raisonnement et là, l'autre, bah, il argumente, ils font voilà, il argumente et donc bah, là, je sais pas pour vous, quelle situation vous retrouverez le plus dedans? La conductrice qui s'indigne de quelque chose qu'elle trouve absurde de faire et qui l'agace? L'autre conducteur bah, qui lui a déjà vu plusieurs absurdités, que cette absurdité-là est pas ça ne change pas grand-chose pour lui et qu'il y a pas de quoi casser une patte à un canard. Et puis vous avez, les passagers qui, bah, voilà, qui s'indigne. Voilà, moi je reconnais que je pourrais être dans les 3 situations différentes. C'est-à-dire, je pourrais très bien être le passager qui voilà, qui s'indigne parce que, peut-être que, à ce moment-là, il y a peut-être soit une correspondance ou un rendez-vous, voilà, quelque chose qui peut faire que quelques minutes peut faire, la différence. Donc il y a ça et il y a aussi peut-être les compréhensions, mais je peux me reconnaître aussi au travers de la femme aussi qui peut-être qui s'indigne sur une chose qui l'a véritablement percutée et donc et puis beh, pareil pour l'homme. Mais donc quelle est la suite de cette histoire? Donc arrive un moment donné où il parlait pas et là, l'homme évoque une hypothèse et au moment où il évoque cette hypothèse, la la conductrice donc elle fait: «Ah! Ah oui, c'est pour ça!» et là, elle rigole. Et donc, relâchement de la tension et là, il y a un apaisement et donc, le dialogue qui s'était fait peut se terminer et là, la conductrice démarre le bus et elle part et donc, tout le monde est content à ce moment-là, on va dire et du coup, cette situation-là, j'ai trouvé intéressante justement pour parler de cette, recherche de cohérence. À ce moment-là où quand est-ce qu'elle est productive? À quel moment elle ne l'est pas forcément et à quel moment elle peut générer aussi des fois des ici il n'y a pas eu altercation, mais elle peut générer des interactions sociales, qu'on n'a pas toujours envie d'avoir, j'ai envie de dire. Sauf si c'est ce qu'on recherche. Sauf si c'est ce qu'on recherche en tout cas. Mais donc c'est cette, recherche-là, ça questionnait cette recherche de cohérence et j'aimerais ici, ben, invoquer la question de l'esprit critique aussi. Alors il y a beaucoup de choses qui se rattachent à l'esprit critique, mais il y a aussi une chose importante qui est cette faculté de suspendre son jugement. Parce qu'effectivement, il y a des choses qui peuvent très bien nous agacer et quand il y a une incompréhension, il y a frustration. Et il y a une chose qui peut nous permettre de vivre des situations différentes et de diriger parce que finalement, j'ai parlé d'esprit critique, mais c'est aussi la question de où est-ce que l'on dirige notre attention? Et ici, eh bien, c'est une frustration qui a captivé l'attention, de la conductrice. Bon ici, il y a en tout cas moi je n'ai pas vu finalement de conséquences plus désastreuses que ça. Mais c'est quelque chose qui je trouve est important à soulever parce que, cela et ça je vois bien aussi dans mon activité et puis moi-même en tant qu'humaine aussi, c'est-à-dire il y a une chose, l'attention, elle est importante. C'est important de savoir où est-ce que l'on arrive à réorienter son attention et où est-ce qu'on arrive à réorienter ou à maintenir son attention. Surtout quand, par exemple, on a des objectifs précis et que finalement, il y a des frustrations qui peuvent être énormes et qui finalement, de résoudre, ça, de chercher ça, ça apporte à pas grand-chose, en fait, ça mène nulle part et ça, peut-être que
on ne l'a pas vu parce que pris, la tête dans le guidon, on est frustré, on veut savoir, on veut savoir, on veut savoir ça, mais heu, une fois que ça se déroule, ben, c'est voilà, il y a pas plus de choses que ça. Donc ça demande aussi cette capacité de suspendre et de voir, effectivement, là, il y a quelque chose que je ne comprends pas et mais est-ce que c'est le moment? Est-ce que là aussi j'ai tous les éléments pour, le comprendre? Et est-ce que là, maintenant, c'est ça qui est le plus important aussi? Parce que c'est vrai, il y a des choses qui peuvent être absurdes et dont il est important aussi de prendre acte, mais dès lors où ça ne touche ni à la survie et il n'y a rien, qui est ça ne met il n'y a pas de mise en danger, il y a des choses qui peuvent être suspendues et ça, bah, c'est quelque chose aussi qui s'apprend aussi, qui s'apprend. C'est-à-dire, heu il y a des différences, bien sûr, selon les personnes, selon les tempéraments et selon les particularités de chaque personne. On Cette capacité de suspension peut prendre un certain temps, mais c'est quelque chose qui est possible également d'apprendre et déjà, c'est déjà une bonne chose d'identifier ces moments. Peut-être que vous avez des idées en tête, mais des moments où, heu on s'enquisse ou alors on s'accroche à quelque chose, sans se demander si cette chose-là est importante. C'est-à-dire, j'avais envie d alors on peut faire la métaphore, imaginons, vous avez envie d'aller vous êtes sur un point A, vous avez besoin d'aller au point C. Là, vous voyez, vous avez une trajectoire, là vous voyez un espèce de caillou, un espèce de je sais pas, un caillou, qui est là et qui vous choque, ouais, qui vous choque et c'est: «Pourquoi il est là, ici?» Voilà, il y a toutes sortes de questions, de réactions et en fait à ce moment-là, vous êtes happé par ça et vous oubliez le point que vous voulez rejoindre de l'autre côté, là-bas. Donc c'est déjà une bonne chose de reconnaître qu'il y a des fois ces situations-là, qu'il y a ces situations-là qui peut arriver. Justement, parce que pourquoi? Parce que quand on reconnaît ces situations-là, on peut se lancer des défis. On se dit: «OK, ici, j'ai fait comme ça. Est-ce que, là, je vais pouvoir me lancer ce défi de me dire: "OK, je me décroche de ça"». Bien sûr, si on voit bien qu'il y a pas de menace à la survie, c'est ça. Mais OK, bah, je décroche à ça et j'y vais. Je passe à côté de ce caillou. Le caillou, il est là, OK, je pars et je continue mon chemin. Est-ce que je peux me lancer ce défi-là? Et la question, c'est pas de se dire: «Est-ce que quand je me suis lancé ce défi-là, je l'ai réussi ou pas?» Parce que quand on est dans l'apprentissage, ça veut dire quoi? Alors bien sûr, on peut réussir du premier coup et tant mieux, mais il y a des moments où il y a plus de résistance, il y a plus et donc ça va demander de la répétition et c'est là, que le fait de se dire qu'on a le droit à l'erreur, qu'on a le droit à tout ça, à que c'est pas parce qu'on a échoué ici qu'on va échouer tout le temps, qu'on peut recommencer et que la situation, à ce moment-là, on va réussir donc à se décrocher, eh bien, c'est aussi c'est se dire qu'on peut faire des choses aussi dans le temps. Il y a des choses qui en fait, c'est aussi cette, c'est lutter sur cette immédiateté, c'est encore cette capacité à se suspendre et à prendre le temps, c'est-à-dire à faire face à, bien ici peut-être qu'il y a un besoin d'immédiateté, mais bah, ici, dans les faits, quand j'essaie de faire ça, je vois bien que, bah, immédiatement, j'y arrive pas tout de suite à le faire et oui, bah, parce que des fois, il y a des difficultés, il y a des choses comme ça et pour autant, on peut également, se continuer à se mettre en situation. Alors et je me souviens d'un talk de Marc Robert, qui dans TEDx parlait
Parce que lui, donc il est un scientifique et un scien les scientifiques, il y a l'essai, l'erreur, il y a tout ça parce que par l'erreur, on a des retours d'informations et il mettait en avant, ça va parler surtout à des personnes qui jouent aux jeux vidéo ou alors qui jouaient aux jeux vidéo quand ils étaient petits et lui, il prenait l'exemple de Super Mario. Alors je sais pas si vous avez déjà souvent entendu ce «try again». Et bien c'est un peu ça aussi, c'est cette, j'allais dire cette résilience et cette capacité-là à l'enfant à rebondir à chaque fois, même s'il tombait et mourait, de plusieurs façons possibles et parfois de la même façon et recommencer toujours encore avec, ce plaisir de jouer. Alors ici, peut-être qu'il y aura pas toujours le plaisir, mais en tout cas, il y a cet élan-là, heu, c'est pas parce que là, j'ai fait game over que je vais éteindre la Game Boy, quelque chose comme ça. Enfin, donc il y a aussi cette idée d'admettre, bah, qu'il y a des fois où, la frustration sera tellement forte que, c'est difficile de décrocher et déjà, c'est déjà bien. C'est déjà une grande avancée de se dire, de reconnaître: «Ah bah, là, en fait, il y a une frustration et cette frustration-là, elle m'éloigne de ce que j'étais censé faire là». Ou alors, est-ce qu'elle est pas si utile que ça, elle va me fatiguer ou je sais pas. Voilà, et donc déjà ça permet d'ouvrir une porte pour plus tard. Une porte qui va permettre aussi, bah, différentes portes. Parce que face à ça et face aux différentes situations qu'il y a, parce que là, par exemple, je parlais de l'anecdote, c'est dans le bus, mais ça peut être également, bah, en réunion aussi. En réunion, on peut avoir, des fois des grosses, frustrations et la question c'est est-ce qu'on s'y attarde maintenant? Ou est-ce que voilà, il y a aussi cette possibilité, j'accuse réception et je prends acte pour demain. Je prends acte pour demain, c'est-à-dire, est-ce que c'est quelque chose dont maintenant il faut, traiter ou alors, c'est quelque chose que je peux traiter par la suite ou alors qui n'a pas des fois, qui n'a pas forcément à l'être également aussi. C'est-à-dire, il y a peut-être d'autres choses, une chose importante, d'autres choses sur lesquelles je peux diriger mon esprit. Donc il y a ça et pour accompagner un peu ça, parce que ça peut être difficile aussi de se dire: «Pff, ah j'y arrive pas». Bon, on peut aussi, bah, se alimenter aussi ces représentations de choses, qui valorisent aussi, qui valorisent ou alors qui reconnaissent cette puissance, ce pouvoir de suspendre. Et pour ça, j'aimerais invoquer un pouvoir particulier qui est le pouvoir juridictionnel. Alors, comme vous le savez, les magistrats et surtout les magistrats, hem, eux, les magistrats du siège, donc, ils ont quelque chose qui s'appelle l'appréciation souveraine. Et donc, une juridiction, si elle peut juger, il y a également d'autres choses dont elle est, dont elle est capable de faire et justement, c'est suspendre son jugement. Parce qu'il y a bien des moments où, bah, le magistrat verra que au regard de la situation qu'il doit examiner, eh bien, il n'y a pas tous les éléments pour le faire. Et donc ça, bah, ça veut dire déjà, eh bien, que ce magistrat qui a une autorité, eh bien, il reconnaît ça, il reconnaît, eh bien, en fait, moi, voilà, bah, là, il y a pas tous les éléments et je parlais de recherche de cohérence, c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui est cohérent que c'est vrai. C'est-à-dire, ici, quand, le conducteur avait soulevé une hypothèse et que ça a permis un apaisement, alors oui, effectivement, en termes, d'émotion, ça a permis un apaisement émotionnel, mais pour autant, rien ne dit que c'était, déjà la vérité, déjà de base et donc rien ne dit que c'était vraiment ce qui s'est passé. C'est quelque chose qui a c'est plut ici donc c'était plutôt un besoin de, heu, de faire face à cette frustration-là
et donc ici, c'est l'idée de dire aussi qu'il y a d'autres façons de répondre aux frustrations, parce que la frustration, elle peut venir de différentes manières, mais il y a d'autres façons d'y répondre que de se lancer tête baissée, en tout cas d'aller dans l'impulsivité aussi. C'est aussi donc de valoriser aussi, de reconnaître aussi ce moment où on peut suspendre, et il y a cette suspension-là où, eh bien, le magistrat, lui, il peut choisir, choisir s'il va enquêter ou non. Si Voilà, s'il veut enquêter ou non, et d'ailleurs, il y a d'autres décisions aussi, et ça, c'est surtout le magistrat du parquet, le procureur, où il y a des par exemple, lorsque, une personne, dépose une plainte au commissariat, eh bien, il y a ce qui s'appelle aussi, bah, le classement sans suite, où, bah, au vu de ce qu'il y a, bah, il y a pas ils ont rien sous la main pour pouvoir, faire quelque chose, déclarer une infraction ou, pouvoir donc, heu, amener à des choses productives à ce moment-là. Donc il y a ça, mais il y a également, des juridictions aussi qui se déclarent incompétentes aussi. Incompétentes pourquoi? Parce que il y a des juridictions spécialisées, il y a différentes, règles, et il y a des moments où ce n'est pas, ce n'est pas à elles de trancher cela. Donc ça amène aussi, bah, à se dire qu'on peut s'inspirer de ça, de se dire aussi: «Est-ce que ici, est-ce que ça m'appartient à moi?» Même si ça, bah, mais c'est hallucinant, ça peut être, absurde parce qu'on est beaucoup d'humains, il y a beaucoup de décisions. Effectivement, il y a des décisions parce qu'on ne comprend pas, et bien, on peut vraiment, être tellement frappé dans l'incompréhension et ne plus voi être aveuglé finalement, être aveuglé et puis se dire, «Ah ben en fait, je peux m'affranchir aussi de ça», ou alors, bah, ça ne relève pas de ma compétence, ça relève de quelqu'un d'autre ou quoi que ce soit. En tout cas, il y a on peut s'inspirer donc du pouvoir juridictionnel pour, valoriser cette capacité à suspendre son jugement aussi, à développer cet encouragement à développer son esprit critique. Déjà ça, mais également, ça demande aussi dans le temps à être réceptif aux nouvelles informations que l'on reçoit pour, voir aussi qu'est-ce qui valait la peine ou pas. Parce qu'on peut prendre des décisions qui, par la suite, nous éclairent, et on peut se dire: «Bah, peut-être, bah, j'aurais fait les choses autrement». Et ça, c'est intéressant, non pas pour se blâmer maintenant, mais pour regarder pour après et construire quelque chose. Donc voici une situation où la recherche de cohérence, tout de suite comme ça, elle peut amener finalement à des travers. Donc il y a cette situation-là, et il y en a d'autres aussi. Il y a d'autres situations où on cherche absolument, cette, cohérence, eh bien, et ça, je me souviens, je parlais dans la Gazette Oxygène de ce phénomène qui est, en tout cas de cette capacité, des personnes à se créer des histoires, et en fait, il y a quelque chose dont on oublie, c'est que l'humain, il est plein de paradoxes, de contradictions, d'absurdités, et des fois, on veut chercher de la cohérence là où il n'y en a pas forcément. On peut en créer, et d'ailleurs, et là, on peut en créer effectivement, on peut en produire où justement cette cohérence, elle va être productive, mais cette recherche absolue peut amener vraiment à se perdre finalement quelque part et à inventer de belles histoires qui sont, loin de la réalité et qui nous écartent des apprentissages que
que l'on pourrait avoir. Et ça me donne envie de parler d'une chose. Il y a par exemple d'autant plus qu'on a qu'on cherche la cohérence et par exemple, il y a aussi on est déjà influencé par les valeurs, dont on a, des valeurs qui vont diverger, selon les personnes. Et certaines personnes peuvent avoir un sentiment de justice, d'injustice plus ou moins fort et ça, c'est aussi quelque chose qui peut générer des souffrances, hein, des qui peut vraiment générer des souffrances et mais aussi, pire que des souffrances, des blocages. D'autant plus quand, cette personne, dans son existence, par amour de la justice, par amour des valeurs qu'on l'a inculquées ou alors que lui-même, il a voulu faire, sien, et bien, il va donc alimenter cet amour-là, ces valeurs-là et s'enrichir de, de choses qui vont conforter sa vision. La question aussi, c'est est-ce que à côté de cela, il s'alimente d'une autre façon, d'autres façons que ces valeurs-là? Parce qu'il y a aussi d'autres façons de voir les choses. Ce qui est incohérent pour quelqu'un qui a telle ou telle valeur devient cohérent pour d'autres personnes pour, oui, pour d'autres personnes et c'est là dont il est important, à mon sens en tout cas, de s'intéresser aussi à se déjà à s'auto-centrer, non, à se décentrer justement et à s'intéresser à d'autres choses qui nous dépassent et même qui parfois nous réunissent aussi et à s'intéresser aussi, bah, à l'humain, à comment une société fonctionne et c'est là qu'il y a des sciences sociales tout à fait intéressantes et à aller à s'intéresser. Je pense par exemple à l'anthropologie, à la sociologie, aux sciences économiques, sociales aussi, qui permettent de voir les différents comportements de différents acteurs qui sont dans des positions différentes, des valeurs différentes, des façons de consommer aussi qui sont différentes, mais qui ont également, bah, des enjeux totalement différents. Et là, j'ai envie de parler moi, il y a quelque chose qui m'avait vraiment choquée. Je ne sais pas si vous connaissez, le coucou. C'est un oiseau qui a cette particularité-là de, bah, voilà, il va peut-être avoir un comportement un peu de parasitage, c'est-à-dire, lorsqu'il va voir un oiseau faire son nid où il y a déjà des œufs, lui, il va pondre le sien dans ce nid-là pour que l'autre espèce, l'autre oiseau nourrisse son petit. Et en fait, ce qui se passe, c'est que pour, survivre, ce petit coucou qui se développe, eh bien, il va faire quelque chose d'abominable, c'est-à-dire il va, pousser les autres œufs. Comme ça, il est sûr d'avoir de les faveurs bah, des oiseaux qui nourrissent quoi, du nourrisseur. Donc il va pousser, donc on va dire: «Mais c'est quoi ce bébé criminel?» C'est horrible finalement, c'est vraiment horrible parce que finalement le parent, arrive à cette situation où, il nourrit non pas son enfant, mais il nourrit, l'enfant du coucou. Donc il est en train de nourrir un coucou qui a tué ses enfants et voilà, il y a cette situation. Après, comme on est j'allais dire, ici, on est vraiment dans la loi de survie, hein, du plus fort. Il y a des moments où c'est le coucou qui se fait pas qui tombe aussi et ça, c'est des choses qui a fait alors moi-même, c'était quelque chose où je me rappelle, c'était, comment dire? Heu, il y avait vraiment de l'ordre de l'émotionnel, de l'indignation. Mais comment ça? Mais c'est horrible, c'est vraiment horrible ce que fait, et je me souviens avoir vu, enfin, il y a sur, les réseaux, il y a même des personnes qui eux, justement, ben, ils rentraient donc ils intervenaient, ben, pour soit tuer le coucou ou autre chose. Mais ou, en tout cas le neutraliser.
et en fait, quand on regarde comme ça, cette histoire, on dit: «Oui, voilà, le coucou, c'est un meurtrier». Et finalement, quand on regarde, d'une autre façon, c'est que ce coucou-là, enfin cette espèce, c'est une espèce qui a fait ce choix pour survivre de prendre cette stratégie-là. C'est vraiment une question de survie. Et alors, je ne sais pas exactement, est-ce que c'est parce que par rapport à ses caractéristiques, il aurait moins de force, pour pouvoir justement lui, pouvoir élever ses petits comme auraient fait les autres. Mais lui, dans sa logique, en tout cas dans son évolution, c'est ainsi c'est ainsi qu'il a fait, quoi. Et donc on est sur déjà là différentes façons de d'agir, de positionner, différentes façons, différentes valeurs et une cohérence qui va être, différente. C'est-à-dire, quand on va être, fâché envers ce coucou, on peut aussi, invoquer l'hypocrisie aussi, de dire de de se plaindre de l'extinction d'une espèce, quand une espèce va laisser finalement tant bien que mal dans sa façon à elle de survivre. Et donc oui, tu as le droit de survivre, mais d'une certaine façon et pas de cette façon-là, finalement, quelque part. Donc c'est cohérent dans un sens, mais ça ne l'est pas, dans un autre. Et le fait d'aller regarder un petit peu, aller regarder ce coucou-là, d'aller regarder son au-delà de son indignation, de voir ça aussi, c'est quelque chose qui fait réfléchir aussi, qui ouvre des choses et et pour moi, quelque part, je ferais même, une comparaison aussi avec, les êtres humains où on a différentes façons aussi d'assurer sa survie, mine de rien finalement. On a différentes façons de le faire, qu'on le fasse consciemment ou non consciemment, et il y a des choses, qu'on va valoriser, et c'est là que vous allez trouver des personnes qui croient en l'humanité, qui croient en l'amour, qui croient en l'entraide, qui croient en ça, alors que d'autres n'y croiront pas et croiront à la manipulation, quand je parle de manipulation, parce que finalement, quand on regarde les choses, tout le monde est manipulateur, même le bébé qui pleure pour pouvoir téter ou enfin voilà. Mais je parle par exemple il y a aussi ces façons de penser, cette logique aussi, heu de croire qu'il y a pas d'amour aussi, et que la seule façon de faire telle ou telle chose, la seule façon de faire telle chose, d'assurer sa survie, c'est de faire ci ou c'est de faire ça. Et il y a un livre qui peut parfois amener, alors c'est le roman du renard qui montre différentes aventures du renard. Le renard, il est rusé, mais il est aussi un manipulateur, et tout le monde sait, que c'est quelqu'un qui ment, que c'est quelqu'un qui manipule, que c'est quelqu'un qui prend l'appât, qui utilise l'appât du gain, qui utilise les désirs de l'autre pour pouvoir arriver à ses fins, et des manières les plus horribles parce qu'il s'attaque aussi aux plus faibles, et c'est un livre dans lequel on va ressentir de l'indignation. Mais ce qui est récurrent dans ce livre, c'est aussi cette capacité qu'a chaque fois Renard, malgré sa réputation, d'arriver à ses fins. C'est-à-dire de pouvoir, gagner la confiance de l'autre et de pouvoir réussir, ses desseins, j'ai envie de dire. Et lorsque l'on regarde à chaque fois, on se dit: «Mais c'est» on peut s'indigner parce qu'on peut regarder et se dire, «Mais comment ça se fait? C'est gros comme une maison, pourquoi il tombe dedans? Pourquoi il tombe dans le piège?» Eh bien, les émotions, c'est-à-dire la il vient
on voit qu'un par un, les acteurs et ben ils se font, berner par Renard, mais on voit aussi, ce que montre, l'auteur aussi, c'est que on voit aussi les situations où, bah, Renard, il se fait malmener aussi. Où, on voit bien que sa survie à lui aussi est en jeu, où on voit bien il se fait maltraiter aussi, notamment par Isengrin aussi, qui, heu, qui n'est pas qui aime bien chasser avec, le renard, mais qui, au niveau du partage, n'est pas très, voilà, là, le sentiment de justice, il s'arrête ici et donc on voit bien que Renard, il est face aussi, même s'il a un comportement bah, qu'on peut juger, mais légalement face à des situations où lui, il est, il est dans quelque chose de difficile et donc lui, sa façon de survivre, c'est voici cette logique de survie qu'il a pris et tout au long, on voit ça, on voit aussi les moments de souffrance de Renard, donc ça humanise un petit peu, ce côté, manipulateur et finalement à la fin, on en vient à se demander, c'est-à-dire lorsque c'est fini, on voit que Renard finalement, il passe, bah, en tout cas dans les pages que l'on voit, on ne sait pas si le passage est réel, mais il y a une évolution, c'est-à-dire il passe ce moment où, il était on pourrait le voir, égoïste et tout ça et puis on le voit passer d'un autre positionnement où, beh, il se dit il va plutôt vers la sagesse. Effectivement, j'ai fait des choses, dont je ne suis pas fier. Mais j'ai aussi eu, mes comment dire ça? Mes problèmes dans lesquels j'ai essayé de faire face tant bien que mal et aujourd'hui, je peux faire autrement et donc finalement, quelque part, je me suis posé la question: «Est-ce que finalement on n'est pas le dernier acteur qui se fait, qui se fait, manipuler finalement par Renard?» Alors peut-être que oui, peut-être que non, mais en tout cas, ce cette, f cette, lecture-là, le roman Renard montre bien que, eh bien, il y a différents angles, il y a des choses dont on peut valoriser, dont on peut voir de telle ou telle façon, mais quand on voit dans d'autres situations, eh bien, on peut être plus disposé à quelque chose, à avoir, de la sympathie pour Renard et vous voyez, c'est une question aussi, bah, finalement, on peut avoir des valeurs, mais c'est montrer aussi, ben, qu'on peut être, mis dans des dispositions qui font qu'on va accepter certaines choses et donc, heu, finalement, il va peut-être avoir une recherche de cohérence, mais derrière, quelque part, heu, ce qui se joue aussi, ben c'est beaucoup de l'émotionnel aussi. C'est beaucoup dans quelle place mettre le lecteur, dans quelle place mettre l'observateur pour qu'il ait de l'empathie pour, tel ou tel acteur, telle ou telle situation dont qui normalement il mépriserait et ça on le voit dans les films où, vous pouvez être, vous contre, le fait de tuer et pourtant dans un film vous ne voudriez pas que, tel et tel, héros se fasse attraper, en tout cas. Et pour qu'il puisse être en liberté parce que, bah, finalement, voilà, c'est compréhensible ou bien voilà, il y a eu cette empathie-là et voilà, c'est quelque chose aussi, on voit bien que cette recherche de cohérence, elle se fait, j'allais dire, sous le joug de plusieurs, choses. Déjà, ça dépend des valeurs, des choses que l'on valorise, de l'état, des connaissances actuelles, parce que ce sont des choses aussi qui évoluent. Ce qu'on pense à 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans est susceptible d'évoluer et à la lumière de ce qu'on a appris aussi.
Donc ça, c'est des choses qui montrent que cette recherche de cohérence, ben, des fois, elle en elle-même, et ben, elle est absurde. Donc elle peut être absurde aussi et finalement, est-ce que c'est pas reconnaître cette capacité, bah, que parfois il y a des choses qu'on peut voir comme absurdes et qui, on n'aura peut-être pas tous les éléments en tout cas pour, mettre de la cohérence ou alors, qu'une chose peut être absurde de toute façon. Que même un criminel, il peut avoir, de l'empathie, pour quelqu'un, il voulait tuer quelqu'un et là, il voit la personne est déjà dans un pétrin. Finalement, il s'est dit: «Bon», enfin voilà. Donc ça, c'est des situations où, la recherche à tout prix de cohérence, elle-même, elle est absurde. C'est plus finalement une question de changement de position, c'est plus une question, d'agilité. Dans quelle disposition, je vais me mettre? Et ce qui est important, c'est, pourquoi je me mets dans cette disposition? C'est-à-dire, je parlais tout à l'heure d'être dans le guidon, mais il y a aussi, ben, surtout quand on a des objectifs ou alors quand on veut en générer, on a intérêt à avoir une vue d'ensemble, à avoir, oui, à avoir une vue d'ensemble, the big picture pour pouvoir, en tout cas, décider d'une manière, qui va être différente de celle ou celui qui se fait accaparer son attention par un truc, en fait, c'est sortir finalement de l'impulsion pour aller sur de la construction. On ne dépend plus parce que finalement, d'autant plus que je parlais de manipulation. Quelqu'un qui remarque, cette capacité-là, enfin cette capacité-là, qui remarque cette tendance à rester sur les petits détails, eh beh, il peut créer ces situations-là pour détourner, votre attention de quelque chose d'autre aussi. Alors, voilà, il y a déjà, nous-mêmes, on peut se détourner des choses, mais on peut aussi se faire happer aussi, d'autres acteurs notamment, que ce soit conscient ou même inconscient, hein. Et là où la recherche de cohérence est importante, parce que c'est vrai, si il y a trop de choses dont on ne comprend pas, ça peut être très, très difficile à vivre, peut être un moment, qui peut, où on peut avoir, des remises en cause très dures à vivre, très dures à traverser. Et c'est là que et j'avais parlé lors de d'autres lives, qu'il y a, ce sociologue médical Antonovsky qui parlait de la salutogenèse et notamment le sentiment de cohérence. Donc, ce sentiment de cohérence, c'est de un, c'est de pouvoir mettre de la compréhension sur ce que l'on ressent, sur, sur les stimuli qu'on a en tout cas, sur ce qui joue autour de nous. C'est-à-dire, c'est vrai que s'il y a un tel niveau où, on voit des situations et on n'arrive pas à comprendre, ça peut être très déroutant aussi. Ça peut être très déroutant et il y a ça et deuxièmement, c'est cette capacité aussi à aller chercher, de l'information, à aller chercher des ressources. Alors ressources qui peuvent être information, apprendre, donc faire diverger, les informations dont on a déjà, mettre en perspective, comparer et pouvoir faire évoluer cela. Il y a ça, mais également cette, capacité à aller rechercher, chez d'autres personnes, chez d'autres acteurs, chez d'autres ressources, de l'aide finalement. Parce que si on peut, recevoir, des bâtons dans les roues par quelqu'un, on peut également recevoir, des coups de main de d'autres personnes aussi, d'autres humains.
Donc il y a ça c'est le deuxième élément et le troisième élément, c'est qu'est-ce qui est digne d'intérêt et digne d'engagement? Et vous voyez, ça revient à ça. Si j'accapare mon attention à ça, est-ce que oui, je le fais sur le coup de l'impulsion, mais est-ce que c'est véritablement finalement, quand je relève la tête par rapport à ce qu'il y a ici, est-ce que c'est quelque chose qui est digne d'intérêt et digne d'engagement? Eh bien, peut-être que si je lève la tête, je prendrai pas les mêmes décisions que je prendrais en ayant, la tête dans le guidon. Donc voilà le sens de la cohérence, donc qui montre déjà une base. Et vous voyez, je parlais de compréhension et en cherchant des ressources, on permet également de faire une compréhension de ce qui nous entoure et de ce que l'on vit. Et ça amène aussi, ben, à voir justement, à développer à terme cette, capacité à se repérer, à c'est-à-dire effectivement, il y a des moments où il y a des situations dont on ne comprend pas, mais c'est dans l'expérience, qu'on a des retours, des informations, dans l'expérience, dans le fait de rechercher également, différentes informations, de confronter les différentes sources, qu'un éclairage justement peut se faire pour, avoir des repères solides, pour mieux se repérer, mieux s'orienter et mieux décider vers où, dans quelle direction on a envie de poser notre regard, dans quelle direction on a envie d'aller, finalement. Donc n'hésitez pas à réagir par rapport à ce que je viens de dire, si cela évoque pour vous des situations, heu, si vous avez des avis particuliers, des remarques à partager là-dessus, sur, cette, recherche de cohérence, si il y a de votre côté, des fois, ces difficultés-là, c'est de se décrocher sur une absurdité, même minime, parce que, voilà, ça peut parfois être très intense à vivre et comme je le disais, là-dessus, on n'est pas égaux aussi. On n'est pas égaux aussi et l'apprentissage peut être plus long ou peut demander plus d'intermédiaires, plus, plus d'intermédiaires, mais qui à terme amènent à des choses différentes. À des choses différentes où on n'est plus, au gré on ne navigue plus au gré, de ce qui se passe là, mais où on a quand même, cette souveraineté-là, où on se forge soi-même cette souveraineté, même si on ne contrôle pas tout, on regarde, heu, on regarde différentes choses et c'est vrai que nous, en tant qu'humains, on n'a pas la même façon, de s'alimenter, que ce soit même en pop culture ou, dans les séries que l'on choisit, autant il y a des personnes qui alors il y avait le succès de Game of Thrones et ça je me souviens qu'il y avait beaucoup de personnes autour de moi qui étaient intéressées et moi je voyais aucun intérêt quand on me disait, bah, en fait le but c'est d'avoir le trône et je comprenais pas le but de cette série pour moi et finalement c'est un peu après que j'ai un peu plus compris qu'il y avait, également des séries ou des films qui sont là aussi pour, pour faire état aussi de ces situations de pouvoir, ces situations de domination, ces situations, ces situations de faiblesse aussi et aussi, bah, de stratégie, de manipulation aussi. Il y a ça aussi dans les mangas et donc il y a pas, il y a différentes façons de s'alimenter. Il y a ceux qui vont, moi, par exemple, j'étais très idéaliste. Allez, je vais, parce que j'étais plus jeune, j'aimais beaucoup Sailor Moon, mais Sailor Moon, c'est quelque chose de profondément
idéaliste, très, magique, gentil, peut-être cucu un petit peu et c'est bien, mais c'est bien aussi de diversifier aussi, d'histoire de ne pas avoir une vision trop faussée des choses et d'avoir, différentes, références, différentes, visions qui peuvent influencer aussi, enfin qui peuvent, déjà permettre de prendre conscience aussi de ce qu'il y a autour, qu'il n'y a pas que, des personnes orientées vers, l'amour, la justice. Il y a également d'autres choses ou qui ça ne seront pas les valeurs premières, ce sera aussi d'autres valeurs et ça, c'est une confrontation aussi, hein, de se dire, heu, bah, oui, d'accepter aussi que qu'il y a d'autres, valeurs, d'autres choses dont nous, on n'aime pas et que d'autres personnes valorisent et pareillement et de faire d'aller regarder ailleurs, c'est quelque chose qui nourrit également, mine de rien, les représentations et qui peuvent également, en arrière-plan, avoir, permettre d'avoir, différents points de vue. De voir différents d'avoir une certaine flexibilité et puisque là, on parle de de cinéma, eh bien, il y avait, je crois que c'est au Roi le robot, alors je sais pas si en français c'était quoi? Ro Le robot sauvage, ouais, c'est ça. Il y a le film Le robot sauvage qui est sorti en 2024 et qui est vraiment, je trouve que c'est une ode à l'apprentissage que paraît donc même si, c'est très, voilà, c'est du cinéma, hein, c'est du film, mais c'est quelque chose d'inspirant parce que là-dedans, de quoi il est question? Eh beh, alors c'est un robot, qui a toutes les fonctions du monde et qui, on ne sait pas pourquoi, enfin il y a eu quelque chose qui a fait que elle est ce robot-là est atterri sur, une île déserte. Enfin sur une île, pas une île enfin déserte, en tout cas des hommes. Qui est normalement la cible en fait, hein. C'est-à-dire le robot, il est conçu pour servir les désirs, des hommes et sauf qu'elle a atterri là où il y a pas d'hommes et il y a quoi? Il y a que des animaux sauvages et donc elle vous voyez, elle cherche, quelqu'un à justement à servir et finalement il y a personne qui demande ses services, il y a personne qui a besoin d'elle donc elle a tout, tout en elle, enfin, elle a vraiment des capacités incroyables qu'elle peut faire, mais il y a pas de voilà, il y a pas d'humain à servir et qu'est-ce qui se passe à un moment donné? Eh bien, par mégarde, en tout cas, elle avait pas fait exprès, mais elle a écrasé donc des œufs d'un nid et finalement, il voit qu'il en reste un et c'était le plus petit. Donc c'était le plus petit, de tout. Et donc, qu'est-ce qu'elle a décidé de faire? Elle a décidé donc de mettre tout en œuvre pour élever comme, je crois qu'elle avait tué aussi le parent ou je sais plus. En tout cas, il y avait plus de parents, en tout cas et donc, elle a décidé donc d'amener à bien, le développement de cette petite oie et qui était le plus petit finalement. Et là-dedans donc, cette oie, il va réussir, il va grandir, mais ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir une exclusion, sociale parce que de 1, ben, il est élevé par, bah, c'est une figure parentale un peu particulière. C'est un robot, déjà, c'est un robot alors que, bah, ses congénères, sont élevés par des oies et les autres par, les autres des animaux sauvages. Donc lui, il est vraiment un énergumène, vraiment, un exclu, quoi et lui, pour pouvoir survivre, il doit pouvoir migrer. Le souci, c'est qu'il a pas de doigts, pour, déjà, il est petit, il est beaucoup plus petit que les autres, c'est-à-dire il y a cette différence qui est déjà la différence dans l'éducation, non, mais c'est une différence aussi, physique aussi et donc il est vraiment
Pour le coup, c'est une noix, mais on peut dire le vilain petit canard. Et donc, qu'est-ce qui se passe? L Ce robot-là, il a cet objectif-là, il faut ouais, il a trouvé son objectif, c'est que c'est que Loi, puisse, faire, sa migration et qu'il puisse rester en vie. Et donc elle va mobiliser tout ce qu'elle a en son pouvoir et elle a vraiment de l'équipement. Et son équipement à elle, c'est quoi? C'est-à-dire elle a plusieurs choses, mais elle a par exemple les écrans où on qui apprend finalement à une noix à voler. Mais les écrans, même si, on peut regarder, c'est comme si on peut regarder, moi par exemple, quand je voulais apprendre à nager, je pouvais bien regarder Martine apprend à nager, Martine va à la plage. Je pouvais très bien regarder, il y avait bien les gestes, mais c'est pas pour autant c'est pas ça qui a fait que j'ai appris à nager, c'est vraiment en étant dans la pratique. Or, le robot, dans sa manière de voler, il n'y aura pas la même mécanique qu'une oie. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à un moment donné, c'est-à-dire, ce robot, il n'est pas seul, il y a petits personnages avec, une vision de la vie différente et même un caractère différent. Il y a un renard justement, encore un renard qui lui va être peut-être un peu plus, on peut dire égoïste ou je sais quoi, il va être d'une certaine façon et il va pas être comme Rose. Rose qui est serviable, Rose c'est le robot et donc à ce moment-là, à un moment donné, à force, d'exercer, de faire des choses et de voir qu'il y a pas de progrès, le renard dit au robot: «Eh bien, tu vas pas pouvoir, l'apprendre». Et donc, qu'est-ce que, le robot il dit? Il dit: «Bah, si je ne vais pas pouvoir trouver, trouve quelqu'un qui va pouvoir le faire». Vous voyez? Là, ça c'est comme dans le sentiment de cohérence où je disais, c'est cette capacité à aller rechercher. Si moi, j'arrive pas à faire tout seul, c'est, qu'est-ce qui va m'aider pour que je puisse le faire? Et donc, ils sont allés recruter un autre oiseau, donc une chouette ou un hibou qui qui donc a pu endosser ce rôle de tuteur à cette oie-là. Et il y a pas que lui qui vient qui entre en situation aussi. Il y en a d'autres aussi. Il y a aussi une oie, qui était le leader en tout cas, un vieux expérimenté, un vétéran on va dire, qui regardait la situation. C'est-à-dire il a vu les personnes se moquer, mais il voyait également les efforts fournis pour qu'ils volent et donc et là, il a commencé à voir qu'il y avait quelques améliorations et qu'il y avait de l'espoir et alors que normalement, naturellement, pour, heu une oie de cette taille, les animaux n'auraient enfin, en tout cas, on pourrait dire que lui, il survivrait pas, tout simplement. Et là, il y a une assistance artificielle, donc à un moment donné, dans l'entraînement, il y a donc il y a un autre qui arrive et qui donne d'autres informations, qui va pouvoir, pour dire de quoi il a besoin pour qu'il soit prêt pour pouvoir, voler. Donc là-dedans, il y a plusieurs, personnes et plusieurs c'est pas une façon de penser qui est là, qui est mis en œuvre pour l'objectif de Rose et pour que Loi puisse survivre. Il y a tout, il y a plusieurs personnages qui interviennent avec leur savoir, leurs compétences différentes. Il y a même à un moment donné une opossum qui elle va avoir qui a une figure parentale carrément, on pourrait dire plus proche de la maltraitance quelque part, mais qui dans ses cris va offrir une motivation, particulière à Loi et qui va faire qu'il va être capable de porter un truc très lourd pour pouvoir développer son endurance. Donc il y a plein d'acteurs qui interviennent comme ça et par la suite par la suite, qu'est-ce qui se passe? Beh, voilà, c'est une réussite et cette réussite-là, c'est pas une seule personne, c'est la réussite de plusieurs, acteurs. D'ailleurs,
d'autres membres de la forêt qui n'y ont pas participé sont très curieux et regardent parce qu'en fait, c'est quelque chose d'incroyable qui est en train de se passer. C'est pas c'est là où on aurait laissé cette oie mourir, là on n'aurait pas cru à son potentiel parce qu'il était tellement, faible, tellement fragile et bien là, eux, ils sont témoins et ils voient en fait que plusieurs personnes ont investi dans cette, réussite-là et c'est donc ce dessin animé-là, il donne une vision aussi intéressante aussi qui montre la force du collectif aussi, parce que c'est vrai, on voit et souvent valorisé ce moment où on est seul. Parce qu'il y a eu ce moment où effectivement c'est Loi qui doit voler, c'est lui aussi qui doit intégrer. Mais il y a aussi ces moments où il n'est pas seul et il y a tout type de compétence qui a été, sollicité et qui est inspirant aussi pour nous, parce que pour nous aussi, en tant qu'être humain, lorsque l'on souhaite, lorsqu'on se fixe des objectifs, il y a des choses, on a besoin d'autres personnes, de recruter et ça, je trouvais, c'est intéressant parce que autant voilà, il peut y avoir aussi des pensées un peu, qui nourrissent aussi cette pensée individualiste aussi. Parce qu'il y a aussi oui, il y a le mérite, il y a une part de mérite, mais il y a aussi, l'entraide aussi, le et là, je pense aussi par exemple à une scène aussi tout à fait marquante, c'est-à-dire, là-dedans, il y a une scène où on voit, que le Loir réussit et qu'elle atterrit et qu'il reçoit toutes les félicitations des autres et qu'en fait, et beh, c'est une réussite collective, c'est pas Loa tout seul qui a fait et il y a aussi, bah, je pensais à Mulan, Mulan qui toute seule, monte sur le poteau et qui monte et qui, bah, à la fin après reçoit c'est une scène mythique aussi, qui reçoit après les 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 applaudissements des autres et qui ensuite est les number one dans tout ce qu'elle entreprend. Alors là-dedans, bien qu'il y a l'intervention d'autres personnes, on voit pas autant, cette, réussite collective, cette, cette recherche, cette mobilisation de l'autre, cette mobilisation des autres et c'est vraiment moi je trouve que Le Robot Sauvage, c'est vraiment un dessin animé intéressant qui montre aussi, bah, les contraintes d'apprentissage. On voit bien Loi, je le disais, Loi, c'est une petite oie qui est exclue, mais c'est aussi, bah, une petite oie aussi qui a de la colère aussi et qui en veut Rose parce que, bah, pour plusieurs types de choses et on voit les contraintes, les choses dont il a pas conscience et ou au moment où le robot met tout en œuvre, les moyens, lui, il y croit pas tellement et c'est au fur et à mesure qu'il y croit. C'est au fur et à mesure de vivre ces expériences. C'est-à-dire, au moment où, il attendait, par exemple, celui qui allait l'enseigner, il disait: «Mais quel loser tu as trouvé pour m'enseigner» et au moment où il l'a vu, il a été impressionné aussi. Mais c'est ça, c'est ces contraintes d'apprentissage, cette frustration, mais c'est aussi l'idée de croire qu'il y arrivera pas, surtout quand il voit les résultats actuels qu'il a, où il se fait malmener. Il se fait malmener par tous et finalement, eh bien, les efforts du robot qui avait cet objectif-là, eh bien, il a pu mener des fruits et c'est des fruits qui n'ont pas poussé seuls, mais qui se sont faits dans le temps et avec l'aide, en tout cas avec l'interaction de plusieurs acteurs détenteurs de compétences. Donc c'était mon bric-à-brac d'idées de ce samedi pour inspirer, en tout cas, inspirer et donner envie malgré la frustration de voir plus loin finalement. De voir plus loin et de croire en cette agilité, même si,
Effectivement, il y a on le voit, il y a des choses, voilà, je parlais, d'exclusion sociale et c'est vrai, le rejet, c'est quelque chose de très difficile. Pourquoi? Parce que c'est une menace à la survie. Être seul, heu, un enfant, seul, comment il survit finalement? Comment est-ce qu'il survit? Et donc c'est vraiment une menace à l'existence, à la survie, mais ce qui est bien de dire, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs, il y a une pluralité et là où il y a des résultats qui peuvent être, difficiles, c'est-à-dire, eh bien, il y a cette importance de mobiliser sa capacité à continuer à rechercher des interactions avec l'autre, à rechercher, à mobiliser, les compétences de l'autre aussi. Il y a ces parce que c'est qu'est-ce qui fait que finalement on sort de l'exclusion sociale ici? C'est aussi par l'autre, mais peut-être pas l'autre, avec lequel on est habitué de voir et qui n'aidera pas, mais un autre qu'on n'a pas eu l'habitude de voir. C'est parfois ça se passe par des changements, d'environnement, des fois par d'autres choses aussi. Alors je finirai donc ce live sur ce point et je vous annonce déjà qu'il y aura, un prochain bric-à-brac d'idées lundi, dès 15h10. Donc je vous donne rendez-vous à ce moment-là et bien, je vous souhaite un très bon week-end, de bien vous ressourcer pour, lundi et je vous dis à lundi et à bientôt. Merci pour votre écoute. Au revoir.